Bonjour à tous, ici Pauline Agneau, bienvenue dans un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir, j'ai même plutôt l'honneur de recevoir à mon micro Isabelle Guillon de Méritins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Léniaud et au-delà de cette chaîne YouTube, j'ai également un podcast qui s'appelle Le Podcast de Pauline Léniaud de manière tout à fait mégalomane et également une boîte qui s'appelle Gemio qui est en réalité la première marque de joaillerie personnalisée et aujourd'hui, il faut quand même bien le dire, l'une des grandes marques françaises de joaillerie. Pourquoi est-ce que je suis avec vous aujourd'hui? Tout simplement parce que j'adore mettre en avant des personnalités remarquables et laissez-moi vous dire qu'Isabelle, c'est vraiment une pépite. Je suis folle de joie de la voir et surtout très, très honorée. Alors, laissez-moi vous parler un petit peu d'elle. Qui est Isabelle Guillon de Méritins? Je vais vous lire quand même un petit peu sa biographie. Générale de corps d'armée, déjà ça vous situe le personnage, elle est aujourd'hui détachée auprès de l'inspection générale de l'administration depuis 2018 après avoir commandé la gendarmerie maritime. Ce qu'il faut savoir d'Isabelle, c'est qu'elle est première en tout, l'une des premières femmes à entrer à Saint-Cyr, la première femme à intégrer le corps des officiers de gendarmerie et enfin la première femme à être nommée officier général de gendarmerie française. Quelque chose qui n'était pas arrivé en 700 ans de l'institution. Autant vous dire que c'est un parcours en tout point extraordinaire. Parce que réussir à se démarquer, être une personne singulière, ne serait-ce que par son genre, au sein d'une telle institution, évidemment, ça forme le caractère. Elle a dû faire des choix, elle a dû s'imposer, toujours avec beaucoup d'élégance et de volonté, pour réussir à vivre ses rêves, à savoir être une femme d'action. J'ai vraiment été très honorée d'être avec Isabelle aujourd'hui et je la remercie encore d'avoir pris ce temps avec nous. Je pense que je vais raccourcir cette introduction parce que le plus important est tout simplement que vous puissiez à votre tour écouter ses paroles. Donc je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Isabelle Guillon de Méritins. Bonjour Isabelle. Bonjour Pauline. Merci mille fois, c'est un honneur de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Bah écoutez, c'est avec plaisir. Eh bien, Isabelle, j'ai longuement réfléchi, j'ai plein de feuilles devant moi à comment j'allais commencer cette interview parce que j'ai mille et une questions. J'ai peur qu'on prenne beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. J'avais envie de commencer, si cela vous convient, par revenir un petit peu en arrière. J'ai été marquée de lire que vous aviez commencé très tôt donc une carrière dans le monde militaire et notamment en commençant par l'école militaire de Saint-Cyr l'école, où vous étiez parmi les 2 femmes qui étaient acceptées au sein d'un groupe de plus de 100 garçons. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on a du mal à s'imaginer en fait ce que ça pourrait vouloir dire et comment a pu ressembler une intégration comme celle-ci. J'imagine que c'était une sacrée première expérience. C'était peut-être pas la première fois que vous étiez confronté au fait d'être, on va dire, sans forcément, parce que c'est le fait d'être une femme, mais d'être dans la différence, de ne pas être, on va dire, dans la norme. Et donc, je voulais savoir si vous pouviez me parler de cette période, de cette première fois, on va dire, où vous avez été un peu jeté dans le bain, et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors, Saint-Cyr, c'est effectivement une expérience, une aventure en soi. Et à l'époque, le concours venait de s'ouvrir. C'était la 2e année où l'école de Saint-Cyr, qui est la grande porte d'entrée des carrières d'officiers dans l'armée de terre. Donc l'école s'était ouverte l'année précédente aux jeunes femmes. Et c'était la 2e promotion à accueillir des jeunes femmes. Et on était encore vraiment dans l'inconnu, le monde de la découverte. Et nous étions 2 jeunes femmes à avoir réussi cette année-là le concours de Saint-Cyr parmi 151 garçons qui, eux, se préparaient depuis des années à rentrer dans cette école, le saint des saints des écoles de formation. Et très clairement, l'école n'était pas prête à l'époque à accepter des jeunes femmes. En fait, Charles Hernu, ministre de la Défense, avait ouvert l'ensemble des armées aux femmes dans tous les métiers et à tous les niveaux de grade et de responsabilité. Mais pour autant, les mentalités n'étaient pas encore prêtes à accepter des jeunes femmes. Et c'est vrai que ces 3 années ont été à la fois des années merveilleuses pour moi, d'expérience, de découverte de soi, des autres. C'est vraiment aussi se confronter directement à ce qui allait m'attendre plus tard dans une carrière militaire.
Et en même temps, ça a été des années difficiles parce que bien insultes, moqueries, rejets, à la fois de la part des élèves, mais aussi des cadres qui ne protégeaient pas suffisamment, qui n'interdisaient pas certains comportements. Enfin bref, c'était une période un peu compliquée. Et moi, j'ai eu la chance de finalement bien la vivre grâce à quelques camarades qui sont devenus aujourd'hui des amis extrêmement chers et précieux, mais avec lesquels je me suis très bien entendue. On a passé les 3 années de scolarité ensemble. On a d'ailleurs fait le choix de la gendarmerie ensemble à l'issue de la scolarité. Et ils m'ont un peu, je dirais, protégée, défendue. Et donc, pour moi, ça a été aussi quand même un terrain d'expérience extraordinaire. Je pense que ça vous blinde aussi, ces périodes, pour les années futures. Donc, c'est très important. Mais ceci dit, ce n'était pas ma première expérience au sein du monde militaire. Parce que lorsque j'ai préparé le concours de Saint-Cyr, comme tout bon étudiant, on essaye de maximiser ses chances de réussir. Et je me suis aperçu qu'il y avait des points de bonification possibles pour le concours. Et en regardant les points de bonification, alors il y en avait quelques-uns qui étaient intéressants, notamment, moi j'avais un diplôme d'être moniteur d'escrime, donc ça comptait, ça figurait dans les points de bonification. Et puis surtout, le maximum de points venait de la qualification de la préparation militaire parachutiste. D'accord. Donc je me suis dit, voilà, je vais demander à faire la préparation militaire parachutiste. Ah oui, donc vous êtes rentré directement dans le grand saut, justement. Et là, on m'a dit non. On m'a dit non, la préparation militaire parachutiste était fermée aux femmes. Et là, j'ai écrit à Charles Hernu, ministre de la Défense, pour dénoncer en fait une discrimination dans un concours de la République. Il y avait des points de bonification au concours et les femmes ne pouvaient pas prétendre à tous ces points-là. Et j'ai reçu une belle lettre de son cabinet, j'imagine, mais en tout cas, qui m'a autorisé à m'inscrire à la préparation militaire parachutiste. Et donc, j'ai rejoint à Pau le centre de préparation militaire et j'étais la seule femme parmi une centaine de jeunes hommes qui allaient rejoindre les régiments parachutistes du sud de la France. Et donc, j'ai fait ma préparation militaire parachutiste avant d'entrer à Saint-Cyr. Et j'avoue que j'ai été particulièrement fière à Saint-Cyr le jour où un moniteur de sport a demandé qui avait déjà fait du parachutisme, alors même qu'on allait s'engager effectivement dans une formation parachutiste. Et lorsque j'ai levé la main et j'étais parmi les quelques-uns seulement qui avaient déjà fait du parachutisme, j'avoue que ça m'a bouché un coup à un certain nombre de garçons, et donc j'étais assez fière de moi. Ah, vous pouvez. Mais ce que je trouve absolument incroyable dans cette histoire, c'est que finalement, vous n'avez pas eu peur de franchir des limites qui étaient imposées par la société, quoi. Et j'aimerais comprendre, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez osé, alors qu'à l'époque, je ne sais pas quel âge vous aviez, mais vous étiez encore une jeune femme, je pense. J'étais toute jeune, j'avais 22 ans. Et qu'on soit homme ou femme, c'est même pas cette question-là, c'est une question de oser en fait sortir du cadre qui nous est imposé. C'est quand même souvent on va dire un saut mental qui est complexe. Et j'ai l'impression qu'en fait, si on revient justement sur ce point de quand vous avez écrit au ministre, c'est quand même assez fou. Je comprends qu'il y avait une discrimination, mais oser le faire, aller jusqu'au bout en fait de son idée, c'est quand même autre chose. Et donc je voulais savoir qu'est-ce qui pour vous avait fait que vous avez été aussi loin. C'est juste la motivation de vouloir rentrer dans cette école, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, les valeurs de vos parents. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous n'aviez pas envie de vous cantonner, de rester dans la case qui vous avait été donnée ? Je crois que c'est un ensemble, en fait. Et sur le moment, on ne réfléchit pas à ce genre de choses. On se dit d'abord, il y a une injustice quelque part. C'est se priver d'une chance de ne pas réussir à un concours. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si mes points de bonification servaient à quelque chose, en fait, dans la réalité. Mais pour autant, c'est la problématique de maximiser ses chances, en fait, de se préparer du mieux possible à aborder un autre tournant de sa vie personnelle. Et moi, je ne voulais pas rester sur ce sentiment, finalement, d'échec ou de réponse négative. Et en même temps, je crois que quand on n'a pas tout tenté, on ne s'est pas finalement projeté suffisamment loin, ou on n'a pas montré suffisamment sa motivation. Et puis je pense aussi qu'en chacun de nous, il y a des ressources insoupçonnées,
Et en fait, il ne faut jamais se contenter de ce que l'on nous dit, des limites qu'on nous fixe. En fait, on peut toujours essayer de les dépasser. Alors, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais ça ne fait rien, on a tenté. On a tenté, on a essayé. Et là, en la matière, je ne risquais rien non plus à écrire une lettre, même si je n'avais pas eu de réponse. Et puis, à l'époque, j'avais eu le soutien de mes parents. Mon père était officier dans l'armée de terre. Et d'ailleurs, il avait corrigé ma lettre pour, je dirais, améliorer le style, les formules de politesse vis-à-vis d'un ministre. Mais voilà, il m'avait aussi conforté dans le fait que voilà, on ne se laisse pas abattre, on essaye de pousser ses cartes jusqu'au bout. Après, ça marche pas. Et là, en l'occurrence, ça a marché. Ça a très bien marché. Et c'était une expérience aussi absolument fantastique. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, peut-être, pour moi, de cas où vous avez osé justement franchir cette ligne et ne pas vous réfréner et au contraire suivre finalement un chemin qui n'était pas forcément celui qui initialement était prévu pour une femme, etc. Justement, où vous avez osé aller au-delà, comme là, finalement, avec cette lettre, vous avez osé faire quelque chose qui sortait du cadre. En fait, quand on intègre des métiers où il y a encore très peu de femmes, on sort beaucoup du cadre. Parce que, je dirais, rien n'a forcément été préparé, prévu, et on se retrouve placé face à des circonstances qui nous obligent à sortir du cadre. Parfois de bonne façon, parfois avec difficulté. Je me souviens d'une fois, on était en Guyane, on faisait un stage commando en Guyane. Et en Guyane, donc on vivait en jungle pendant un mois consécutif. C'est toujours, je dirais, pas toujours facile. J'étais là aussi la seule femme parmi tout un groupe de garçons, élèves de Saint-Cyr, mais aussi légionnaires qui nous encadraient. Et le soir, on se retrouvait sur le seul point d'eau. Alors le soir, à 16h, parce que la nuit tombe très vite en Guyane, on se retrouvait autour du seul point d'eau. Et là, il fallait se laver. Et globalement, tout le monde se déshabillait. Et donc, moi, j'allais largement en amont, toute seule dans la jungle. J'avoue qu'à l'époque, c'était pas forcément rassurant, des bestioles partout, etc. Et une fois, j'ai pas pu du tout remonter sur la berge, tellement elle était glissante. Et donc, j'étais en petite tenue, mes vêtements à la main, ma trousse de toilette. Et finalement, j'ai dû descendre dans l'eau, dans la rivière, en croisant un serpent qui nageait à côté, pour pouvoir retrouver des points d'appui beaucoup plus bas. Et là aussi, c'est sortir du cadre, mais en même temps, je n'aurais jamais appelé au secours. Je ne me serais pas vue appeler les garçons qui étaient un peu plus loin dans le courant pour demander de l'aide ou quoi que ce soit. Et donc, il faut en permanence se dire que oui, on doit compter sur soi d'abord et essayer de s'en sortir. Et sortir du cadre, c'est aussi, je dirais, proposer des choses différentes, c'est aussi oser des choses différentes. Qui ne sont pas forcément dans les références ou hiérarchiques ou militaires. Et je trouve que c'est important. C'est même peut-être un principe, je dirais, d'action au quotidien. Il vous est déjà arrivé, je suis désolée, je pars tout de suite dans des questions très métaphysiques, mais je suis sincèrement très intéressée par cette question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur ? Par exemple, quand vous êtes arrivé le premier jour à Saint-Cyr, 2 femmes sur 150, une fois de plus, peur de la différence, peur de l'inconnu, peur de quelque chose que vous ne connaissiez pas vraiment, même si vous avez déjà fait les paras, donc ça a dû être une bonne école de la vie. Mais est-ce qu'il vous est arrivé dans cette période d'avoir peur ? Et je vous pose cette question parce que je pense que pas mal de personnes, par peur, justement, n'osent pas aller. Et en fait, ça serait un très bon exemple de voir que c'est pas parce qu'on a peur qu'il ne faut pas y aller. Je crois à de nombreux moments, on a peur. Parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a peur de changer de fonction, on a peur d'arriver le premier ou la première dans un univers totalement différent. Mais en fait, la peur, ça se dépasse. Et la peur, c'est aussi une source de projection, de motivation. Moi, je trouve que c'est fondamental de savoir dépasser les limites qu'on s'est fixées ou qu'on a fixées pour vous, et de savoir aussi jusqu'où on peut aller. Et la peur, souvent, elle vous permet de découvrir en vous des ressources insoupçonnées.
Moi, à Saint-Cyr, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur parce que, en fait, je m'étais préparée psychologiquement et je savais que ça serait difficile. Parce que l'école venait de s'ouvrir aux femmes, parce qu'il y avait une certaine misogynie, qui d'ailleurs persiste encore en partie aujourd'hui. Et donc je m'étais quand même préparée psychologiquement. J'avais rencontré des militaires, j'avais bien sûr largement discuté avec mes parents, avec mon frère qui est Saint-Cyrien et qui m'avait précédé d'une année à Saint-Cyr. Donc je m'étais préparée à Saint-Cyr. En revanche, la peur, moi je l'ai ressentie vraiment physiquement la première fois où sur le terrain. J'ai dû sortir mon arme et aller. Il s'agissait là d'un forcené qui s'était retranché chez lui et qui avait tiré sur sa famille. Donc sa famille avait été mise à l'abri, mais bon, lui était toujours retranché chez lui. Et avec mon adjoint, nous y sommes allés tous les deux, armes à la main, pour intervenir. Et là, oui, physiquement, on ressent la peur, l'appréhension. Mais derrière ça, on est entouré par ces gendarmes. On est à leur tête, je dirais, on se doit d'y aller. Ouais. Il y a une obligation, on ne peut pas, je dirais, se défiler devant ce sentiment-là. Et puis en même temps, on a été formé pour cela. On a appris à intervenir, à se servir de son arme, on a appris à progresser à deux en se protégeant mutuellement, on a appris un certain nombre de gestes d'intervention pour maîtriser quelqu'un. Donc, eh bien oui, on a des éléments pour se rassurer, on s'appuie sur ces éléments-là, et puis on n'est pas seul, on travaille en équipe, là on travaillait en binôme, et donc on y va parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et en fait, très vite, on n'a plus peur. On est dans l'action, le feu de l'action, et on doit réfléchir, analyser la situation, prendre des décisions. Et donc, en fait, la peur, elle disparaît totalement. Et dans beaucoup de situations, et davantage au quotidien, en faisant preuve de courage intellectuel, on peut ressentir la peur de dire un certain nombre de choses, de s'opposer à ses supérieurs hiérarchiques. Mais voilà, il faut dépasser ça. Et finalement, quand on s'entraîne régulièrement, et bien, on arrive à dominer facilement cette peur. Mais je trouve que c'est sain d'éprouver des peurs et de savoir les dépasser. Isabelle, j'aimerais revenir un petit peu en arrière et justement comprendre qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagée dans le monde militaire très tôt, qui est déjà pas très fréquent encore à l'époque actuelle, mais qui, je pense, au moment où vous l'avez fait, était quelque chose d'encore plus exceptionnel. Je pense qu'il y avait évidemment des circonstances familiales, vous l'avez dit, mais peut-être nous parler un petit peu justement de votre enfance, de comment vous avez grandi et peut-être des valeurs justement qui étaient importantes pour votre famille, qui vous ont formé. Alors moi, j'ai eu une enfance très heureuse, tout à fait normale. Effectivement, mon père était militaire, ma mère était femme au foyer, puisqu'elle a arrêté très tôt, elle travaillait, mais elle a arrêté très tôt de travailler pour suivre mon père dans ses nombreuses mutations. C'est une époque où, effectivement, on déménageait beaucoup. En plus, mon père avait fait le choix de ne jamais se séparer de sa famille. Donc lorsqu'il partait en stage 3-4 mois, on déménageait 3-4 mois. Ah oui. Et ce qui était terrible, donc on a vécu en meublé pendant 10 ans parce que voilà, on suivait régulièrement les déplacements de mon père. Et ce qui n'était pas facile pour les enfants que nous étions, surtout à cette époque-là, on passait des maths anciennes aux maths modernes. Et pour un enfant, c'est déstabilisant d'alterner tous les 3-4 mois, ce genre de choses. Mais donc, une enfance heureuse. Et puis, dans mon parcours, j'ai rencontré un professeur d'histoire qui m'a passionné. Et en fait, j'ai choisi de m'engager dans des études d'histoire. Et dans la réalité, je me destinais à l'enseignement. D'accord. Voilà. Et donc, après le baccalauréat, je suis rentrée à l'université. Donc à l'époque, le master n'existait pas, on passait la maîtrise d'histoire. Donc je passais la maîtrise d'histoire en travaillant une année complète sur la confrérie des 15 curés de Bordeaux, qui était une confrérie, mais par ailleurs de grands propriétaires terriens en ville et à l'extérieur de la ville de Bordeaux. Et donc, je me destinais en fait à la fois à l'enseignement et je préparais le CAPES et l'agrégation d'histoire.
Et puis, pendant ces 2 années de préparation, je me suis dit finalement, ça ne me correspond pas. Ce n'est pas forcément ce que je souhaite faire. L'enseignement m'intéresse, la formation me passionne, mais pour autant, j'avais besoin d'action. Et je me suis dit qu'à un moment donné, voilà, ce côté action, véritablement, allait me manquer. Et le concours de Saint-Cyr s'est ouvert aux femmes. Donc finalement, ça a été un peu un concours de circonstances. Je me suis dit, mais pourquoi pas et pourquoi pas, d'autant plus que je connaissais ce milieu militaire. Ouais. Mon père était militaire. Mon frère avait choisi de faire aussi l'école de Saint-Cyr, avait réussi le concours. Et finalement, le métier militaire, notamment quand on est officier, c'est bien sûr servir son pays, servir la nation, c'est avoir l'envie de défendre un certain nombre de valeurs. Et puis en même temps, le commandement, c'est la responsabilité d'hommes et de femmes que l'on emmène pour accomplir une mission. Et finalement, je me suis dit, ça, c'est intéressant. C'est finalement une manière de s'engager au service des autres, au service de son pays, et tout en ayant, je dirais, cette part d'action, d'aventure, vraiment qui me tentait bien. D'où, finalement, le choix de Saint-Cyr. Et puis plus tard, après, le choix de la gendarmerie. Parce que la gendarmerie, c'est une autre manière de servir. Et finalement, je trouvais qu'en gendarmerie, c'était vraiment faire sa guerre au quotidien. En fait, dans les armées, on se prépare à faire une guerre, mais qu'on souhaite ne jamais voir arriver. Alors qu'en fait, en gendarmerie, finalement, la guerre au quotidien, c'est l'événement, c'est la gestion de crise, la catastrophe, les accidents, c'est tout ce qui peut, la belle affaire criminelle, tout ce qui peut arriver au quotidien, qui est vraiment qui donne ce sel, je dirais, au métier que l'on fait. Voilà, donc les choses se sont finalement enchaînées assez naturellement et je suis passée de mes études d'histoire aux 3 années de formation à Saint-Cyr. Mais donc finalement, pas de vocation dans votre plus tendre jeunesse, parce que c'est vrai que souvent dans le monde militaire, on a un peu ce sentiment que c'est aussi beaucoup justement une tradition familiale et que comme c'est un monde qui n'est pas très bien connu en fait du monde civil, que finalement il y a aussi une culture militaire et que les familles de militaires deviennent des familles de militaires parce que justement ils ont ces valeurs, ils ont cette culture qui est transmise et que des personnes externes les connaissent moins et donc s'y intéressent moins. Donc souvent, il y a des vocations qui arrivent très jeunes. Je me rappelle quand j'avais interviewé Loïc Finaz, je crois qu'il m'avait dit très tôt justement qu'il était intéressé par le monde militaire. Donc vous, ce que je comprends, c'est que ça n'était pas le cas et que c'est finalement le chemin de la vie qui a fait que vous vous êtes intéressé à ça. Vous me disiez de l'action. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et surtout, à l'époque, vous étiez déjà dans l'action. Enfin, c'est une chose en fait de se projeter, de se dire je veux de l'action. Et puis ensuite, être militaire, c'est quand même un sacré pas, parce qu'on peut se dire qu'on veut de l'action, je ne sais pas, en devenant artisan ou en faisant un autre métier. Mais devenir une des premières femmes militaires, en plus on va en parler après, dans le secteur de la gendarmerie, c'est encore une autre paire de manches. Donc je voulais savoir en fait, comment est-ce que vous aviez senti à cette époque que l'action était aussi importante pour vous, et peut-être est-ce que vous aviez déjà l'habitude en fait, je sais pas, de faire du sport, enfin d'être dans l'action? Alors, oui, vous avez raison. En fait, on peut se tourner vers un métier d'abord sans avoir la vocation dès le départ ou avoir cette envie-là. Moi, j'étais vraiment une jeune femme très sportive, en fait, parce que ça faisait partie là du milieu familial. Tous les dimanches matins, très tôt, trop tôt d'ailleurs, quand on était adolescent, trop tôt. On allait faire un footing avec mon père. On avait l'habitude de faire du sport. Moi, je faisais de l'escrime en compétition, de l'équitation en compétition, du tennis en compétition. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment ce côté besoin de bouger, besoin de faire du sport, besoin d'action. Et c'est aussi, je dirais, dans les activités de loisirs, voilà, je pouvais m'exprimer dans ce domaine-là. Et c'est vrai que je suis aussi passionnée par l'histoire, mais à un moment donné, je me suis dit, dans l'enseignement, finalement, je vais me diriger vers un métier qui va m'enfermer dans des salles de classe toute la journée et qui ne va pas m'apporter finalement ce dont j'ai besoin aussi pour me sentir bien. Et le métier militaire me paraissait correspondre à cela, c'est-à-dire à la fois le côté action au quotidien, le sport fait partie des valeurs et des nécessités
nécessité de l'entraînement militaire, mais c'est surtout après la possibilité de changer régulièrement de fonction, de lieu géographique, les responsabilités confiées très tôt à des jeunes officiers. Et là, j'avais l'exemple de mon père qui était à mes côtés pour m'en parler. Donc il ne m'a jamais, lui, orienté ni conseillé. J'avais des parents qui cherchaient simplement à ce que leurs enfants soient heureux et trouvent leur voie. Mais en même temps, forcément imprégnés de valeurs, de culture. On n'est pas conscient de cela quand on est jeune, mais finalement, les choses se font assez naturellement. Donc j'ai évolué et changé d'orientation de manière très rapide, finalement, en une année, qui a été l'année pendant laquelle je me suis inscrite au concours de Saint-Cyr. Je me suis préparée physiquement pour les épreuves et bien sûr pour l'ensemble des épreuves du concours, à la fois moralement, psychologiquement et intellectuellement. Prête en plus à affronter, comme vous le saviez, la période pas facile de Saint-Cyr où vous alliez être un petit peu isolée quand même. Donc exactement. Il fallait se... Isabelle, j'aimerais parler un peu de commandement. Vous avez évoqué le mot et c'est un mot que je trouve très beau déjà, premièrement. J'aimerais parler avec vous de cela parce qu'en fait, vous avez gravi les échelons, donc là on se projette un petit peu en avant et commencer à l'idée à commander des hommes et des femmes, vous l'avez dit. Et notamment au regard du fait que vous étiez une femme et donc on va dire une minorité, quelque chose qui n'était pas habituel, je pense, dans le secteur militaire. Je peux imaginer que la notion de commandement devait être encore plus complexe à gérer pour vous. Et donc, j'aimerais comprendre, si vous pouvez me le décrire, comment vous avez appréhendé, en fait, le fait de devenir leader et de devoir commander des hommes et des femmes, alors même que vous n'étiez pas, on va dire, la norme dans le secteur militaire. Je ne suis pas sûre que j'ai appréhendé ce genre de choses en étant consciente de cette différence homme-femme. D'accord. À Saint-Cyr, en fait, on vous apprend à commander. Et en fait, on ne naît pas chef, on le devient par l'apprentissage. Et donc à Saint-Cyr, on fait ses débuts, on commence par commander quelques camarades, et puis un groupe un peu plus important, et puis une trentaine d'élèves, et puis pendant la formation, on a quelques stages et on commande on commande des jeunes, et notamment à l'époque, les jeunes qui faisaient leur service national. Donc en fait, on a tout un parcours initiatique, un parcours d'apprentissage qui permet d'abord de se connaître soi-même, savoir comment on peut finalement motiver, entraîner les autres, quelles sont nos propres capacités et comment, quelles sont les techniques avec lesquelles on va pouvoir entraîner les autres, les motiver et puis les emmener avec nous pour accomplir les missions qui nous sont confiées. Et commander, c'est finalement quelque chose après qui devient assez naturel. Dès lors qu'on aime ces hommes, je crois que c'est important. Alors quand je parle d'hommes, c'est un terme bien sûr générique au sens large, mais c'est vrai qu'on est d'abord à leur service et en fait on les entraîne dans le sens de la mission qui nous est donnée. Et je crois qu'il n'y a pas de plus belle satisfaction finalement que d'arriver à obtenir le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement de la mission. Moi, j'ai un souvenir très, très marquant, en fait, lorsque j'étais à Saint-Cyr. On fait donc un stage en corps de troupe, en régiment. Et là, on nous confie des jeunes gens qui viennent faire leur service militaire pour une période de 4 mois. Et donc, c'était ce qu'on appelait les classes à l'époque, faire ces classes. Et moi, je me suis retrouvée dans un régiment en Allemagne. Et j'ai reçu des jeunes Alsaciens qui, pour beaucoup, ne savaient ni lire ni écrire. Mais en revanche, d'un dévouement extraordinaire. Et c'était vraiment, pour moi, jeune femme, je dirais, découvrant justement ces basiques du commandement et ayant à faire de ces jeunes des militaires un peu plus aguerris et un peu mieux formés. C'était un réel plaisir de les voir s'épanouir, de les voir progresser. Et en même temps, au-delà de l'enseignement militaire et de tout l'aguerrissement qu'on leur enseignait, le soir,
on les prenait avec un ou deux sous-officiers et on leur faisait des cours. On leur apprenait à lire, à écrire. Et quand on les a relâchés 4 mois plus tard pour poursuivre leur service militaire, eh bien, ils savaient se débrouiller, ils savaient faire un calcul, faire des comptes. Et c'était impressionnant de voir leurs yeux vraiment remplis de fierté, d'avoir eu cette élévation, si je puis dire, et cette amélioration d'eux-mêmes. Et voilà. Et je dirais que le commandement, en fait, ça débute comme ça, et après, ça devient finalement un mode de fonctionnement en permanence. Et que vous commandiez 5 personnes, 30, 150, 1000, 2000, finalement, la logique est la même. C'est votre capacité à partager avec eux le sens de la mission et à les emmener, à les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes pour accomplir cette mission. Et c'est ça qui est formidable. Alors, très concrètement, parce qu'au-delà des militaires qui peut-être nous écoutent, il y a énormément d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, d'entrepreneurs qui, je pense, ont très envie d'avoir vos conseils, Isabelle, sur le sujet du commandement, parce que, même si c'est un petit peu différent et qu'on ne va pas utiliser le mot de commandement, le leadership, le fait de motiver, d'emmener ses équipes, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce n'est pas forcément pour des entrepreneurs d'ailleurs, ça peut être aussi motiver sa famille à partir en vacances, je ne sais quoi. Enfin, finalement, le commandement, le leadership, c'est un peu partout. Vous avez dit, être chef, on ne naît pas chef, on le devient, ça s'apprend. Quelles seraient pour vous quelques grandes bases que vous pourriez partager avec nous, justement pour des personnes qui auraient envie de développer cette capacité à motiver, à donner envie? C'est une question difficile oui. que vous me posez là. Je crois qu'en premier lieu, il faut d'abord bien se connaître, et bien connaître aussi les autres et la manière dont on peut interagir ensemble. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le chef, le leader, il doit pouvoir exprimer une vision, une projection dans l'avenir qui fasse sens pour tout le monde. Et ça s'apprend, je dirais, notamment en s'appuyant sur l'histoire, la culture, qui vont vraiment à la fois fortifier, je dirais, nos connaissances et nous donner de l'énergie pour aller plus loin, pour pouvoir véritablement s'appuyer sur des bases solides et finalement se projeter beaucoup plus loin. Et puis après, derrière, c'est la manière dont on va considérer ceux à qui on s'adresse. Et là, dans ce domaine-là, il faut à la fois, non pas seulement avoir de l'autorité, bien au contraire, il faut d'abord avoir de l'humilité. C'est-à-dire l'humilité de se dire qu'on est là pour accomplir une mission, avoir un projet collectif, et donc on est plutôt à se dévouer pour la collectivité. Et c'est dans cette posture finalement que vos collaborateurs, vos subordonnés vont vous reconnaître des qualités de chef et vont avoir envie de vous suivre. Parce que vous aurez été à l'écoute, vous aurez compris leurs attentes, vous aurez su leur expliquer la vision que vous portez, le sens de la mission qui est confiée, ou le projet tout simplement à mener. Et finalement, ils auront envie de s'engager dans l'aventure, ils auront envie de partager avec vous ces satisfactions. Et dans ce travail-là, effectivement, le chef doit avoir après un certain nombre de qualités qui vont permettre à la fois de montrer qu'il est exigeant, mais il peut être bienveillant également, qu'il attend d'abord des compétences et du travail, et qu'il peut vous aider à progresser à travers des formations ou d'autres possibilités de développement personnel. Donc en fait, le chef a vraiment besoin, par rapport à ses collaborateurs, à ses subordonnés, de développer l'ensemble de ses qualités en lui et chez les autres. Donc on ne peut pas dire on est chef pour soi. On est vraiment avant tout au service des autres et de ses collaborateurs. Moi, je suis assez admirative du parcours militaire qui vraiment met au cœur des développements des hommes la formation et l'apprentissage, je dirais, par des formations successives qui vont finalement vous amener à chaque fois au bon endroit, au bon moment, avec le bon niveau de compétence.
Et je pense que ce qui manque parfois dans le milieu civil, c'est ce parcours initiatique. En fait, il y a plus de possibilités de nommer directement, je dirais, sur étagère, des gens que l'on a choisis pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais en tout état de cause, qui n'ont pas forcément ce parcours, cet apprentissage, ces expériences. Et alors que le milieu militaire est certes peut-être plus lent pour faire progresser ses personnels, mais en tout cas offre ces temps d'apprentissage successifs qui vous permettent finalement de vous conforter, de vous donner confiance et d'être sûr de vos capacités, entre guillemets. Donc être chef, ça s'apprend, mais lentement, malgré tout. Ça s'apprend, mais lentement, ça s'apprend avec l'expérience, ça s'apprend avec les autres, tout simplement. Vous disiez quelque chose, je trouve, de très intéressant, c'est le fait qu'il faut d'abord se connaître soi-même et puis connaître les autres. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous l'image du chef qui a une vision et qui finalement impose sa loi. Mais en fait, je peux imaginer qu'il y a plein de manières de commander et que vous, Isabelle, aviez une manière peut-être assez différente d'être ou de motiver qu'un Loïc Finaz ou que quelqu'un d'autre. Et donc, cet apprentissage de soi qui est important, je pense, de manière générale dans la vie, comment est-ce que vous l'avez abordé ? Vous demandiez des feedbacks autour de vous ? C'est juste du temps, un peu de réflexion ? C'est essayer d'analyser ses propres erreurs ? Enfin, voilà, pour que ça ne soit pas uniquement des mots et que ça devienne quelque chose de concret. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place des petites habitudes justement pour réussir à développer cette capacité à mieux se connaître ? Alors, des petites habitudes, peut-être pas, mais en tout cas, des pratiques de travail importantes, oui. Pourquoi ? Parce que, je dirais, dans un parcours, dans un parcours de carrière, on a forcément des moments où on connaît des petits échecs, on s'est trompé, on a mal jugé quelqu'un, on a pris une décision qui n'était peut-être pas la plus opportune, on n'avait peut-être pas non plus tous les éléments de connaissance, de réflexion, etc. Et je pense que systématiquement, c'est important d'en faire un retour en arrière, en fait, de tirer de l'expérience de tous ces petits échecs, mais aussi, bien sûr, des réussites, pour savoir quels ont été les leviers clés. Où est-ce qu'on a vraiment eu des facteurs de succès, où est-ce qu'on a finalement pas su engager tel ou tel moyen ou telle ressource, ou faire appel à des ressources de collaborateurs. Voilà. Quels ont été les points forts et les points faibles de votre action ? Et quand on fait ça, et quand on prend l'habitude de faire ça assez régulièrement, eh bien, on se rend compte finalement de ce qui représente des points forts dans son action, dans son style de commandement, ou des points faibles. Et puis par ailleurs, le regard des autres est très important. Moi, lorsque j'ai débuté dans ma carrière professionnelle en gendarmerie, j'avais des adjoints qui avaient très exactement l'âge de mon père. Et c'est impressionnant, ça, pour un jeune. D'ailleurs, en arrivant, je les avais vouvoyés et il m'a dit « Mais pourquoi tu nous vouvoies ?» Enfin, je leur ai dit « Mais oui, en fait, globalement, je respecte vos cheveux blancs et vous avez voilà, l'âge de mon père. » Mais en même temps, ils ont été des guides extrêmement précieux. J'ai pu m'appuyer sur leurs connaissances, leurs compétences, et petit à petit, eh bien, à un moment donné, on s'aperçoit que voilà, on n'a plus besoin finalement de cet appui, qu'on est capable de prendre ses décisions soi-même, et en même temps, à chaque fois, on voit comment on réagit, comment on analyse. Donc voilà, c'est savoir se remettre en cause, ça c'est important, savoir tirer parti de ces expériences bonnes ou mauvaises. Et ensuite, ça permet de connaître ses points forts, ses faiblesses. On a tous des faiblesses et malgré, je dirais, ce qu'on peut essayer de corriger, parfois on garde quand même quelques défauts. Donc... Vous auriez un exemple justement d'une erreur de jugement que vous avez faite, de quelque chose qui vous a particulièrement marqué comme un échec, une erreur difficile dans votre carrière, et surtout les enseignements justement que vous en avez tirés? Alors des erreurs, il y en a, on en fait, et puis c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue. La problématique, c'est de savoir si elles ont des conséquences ou pas, graves ou pas. Et moi, je n'ai pas fait d'erreurs ou je n'ai pas eu d'échecs qui ont eu des conséquences importantes. Maintenant, je retiendrai peut-être deux exemples. À titre personnel, j'étais très marquée par un entretien très long. Il durait peut-être 2h30 ou 3 heures avec un
une jeune gendarme, femme, qui démissionnait. Et elle était excellente, elle avait toujours très bien marché, etc. Et elle quittait l'institution. Et il n'est pas habituel de recevoir quelqu'un qui est très très largement en dessous de vous. Mais ça m'intriguait de savoir pourquoi cette jeune femme brillante et promise à un bel avenir, qui aurait pu progresser dans le métier, partait. Et en fait, elle partait parce que elle était intervenue sur un accident de voiture et elle avait vu brûler sous ses yeux un jeune de 20 ans qu'elle n'avait pu extraire de la voiture. Alors ils étaient deux, ils ont réussi à extraire le conducteur et malheureusement le passager était bloqué et donc elle l'a assisté jusqu'au dernier moment. Et elle disait, je ne pourrais pas revivre ça, en fait. Je ne pourrais pas, dans mon métier, me dire que ce genre de choses peut recommencer, que demain, je peux avoir quelqu'un blessé, etc. Et pendant 2h30, 3, j'ai essayé de la convaincre et de lui expliquer et d'essayer de construire avec elle, de l'amener à se projeter, etc. Et à la fin, je n'ai pas réussi. Et en même temps, je pensais que finalement, je me suis moi-même impliquée en me disant je n'ai pas réussi à la ramener au métier finalement qu'elle avait choisi et pour lequel manifestement elle avait des prédispositions. Et j'ai été très marquée par ça parce que j'ai culpabilisé en me disant voilà, j'aurais dû pouvoir et savoir la convaincre. Et en fait, j'ai mis quelques années, je dirais, à dépasser ce sentiment-là et à comprendre, parce qu'on est resté en relation après, et à comprendre qu'en fait, non, elle avait pris une décision et que je dirais, je n'aurais rien pu faire. Tout ce que j'aurais pu dire n'aurait servi à rien. Mais j'avais trouvé cet échange extrêmement intéressant et à la fois, je dirais, pourtant, moi, qui m'a culpabilisé quelques années après. Et deuxième exemple, mais là, c'est à titre plus personnel. Je trouve que le sentiment de culpabilité que l'on a en tant que femme, quand on est dans un milieu très exigeant, qu'on manque de temps pour tout, et culpabilité envers sa famille, parce qu'on a l'impression de délaisser sa famille, on rate des étapes de développement de ses enfants, et puis en même temps culpabiliser vis-à-vis de son métier, parce qu'on estime qu'on ne s'investit pas assez, alors qu'on y consacre déjà des heures et des heures. Ce sentiment de culpabilité, on a du mal à le dépasser. Et ça, je pense que si j'avais la possibilité d'un coup de baguette magique de refaire les choses, voilà, j'aimerais en fait dépasser ce sentiment-là. Et c'est possible parce que finalement, on essaye de donner le meilleur de soi-même, de faire du mieux possible. Et quand je regarde ma famille, c'est ma plus grande fierté d'avoir conservé mon mari, d'avoir des enfants épanouis. Donc tout s'est bien passé. Et j'ai eu une carrière passionnante et j'ai toujours un métier qui m'enthousiasme, donc tout va bien. Mais pour autant, la culpabilité, je trouvais que c'était un poids à porter qui était lourd et je pense que c'est plus lourd pour les femmes dans ces métiers-là qui sont très exigeants. Un poids donc lourd à porter et j'aurais bien aimé m'en défaire beaucoup plus tôt. C'est une discussion que vous avez pu avoir avec votre famille, justement, le poids de cette culpabilité, parce que je peux imaginer que eux, en fait, étaient très heureux aussi. Enfin, certainement tristes que vous ne soyez pas très souvent là, mais d'un autre côté, fiers, heureux, évidemment, de tout ce que vous avez accompli. Et donc, d'une certaine manière, ils ne vous mettaient pas de pression particulière, que c'était finalement une culpabilité, vous le disiez vous-même, que vous vous êtes mis seul, d'une certaine manière, parce que vous vouliez être plus avec eux. Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue? Parce que je pense que c'est effectivement un sujet que beaucoup de femmes vivent. Alors vous, d'une manière, je pense, particulièrement importante au vu de votre carrière. Mais, femme ou homme d'ailleurs, cette pression de ne pas savoir comment gérer finalement à la fois une vie professionnelle très exigeante, très investie, et en même temps de vouloir passer du temps avec sa famille. Et j'imagine que déjà en parler avec les personnes intéressées peut aider. Je ne sais pas si c'est des discussions que vous avez eues ou au final vous êtes resté un petit peu dans votre propre, dans votre propre univers à ce sujet. Alors, je pense qu'il faut en parler, et pas seulement d'ailleurs dans le cercle familial, mais aussi à des personnes de confiance. Il faut échanger sur ces questions-là, et il faut arriver justement à s'extraire de ces pensées. J'ai eu un jour cette discussion avec l'un de mes chefs,
à un moment où justement j'étais au début de ma vie familiale et nous avions avec mon mari envie d'avoir un enfant et j'étais en gendarmerie mobile à l'époque. Donc je me voyais, je ne savais pas trop comment aborder la question. Et un jour, je demande à mon chef, donc un vieux colonel de mobile, voilà, un peu austère. Et je lui dis, qu'est-ce que vous diriez si demain, je vous annonce que j'attends un enfant et donc que je vais prendre quelques mois après un congé de maternité, etc. Et il m'a dit, si vous demandez à un vieux con comme moi ce qu'il pense de ce genre de choses, la réponse sera toujours la même. C'est jamais le bon moment pour faire un enfant. Et vous ne devez pas faire un enfant alors que vous êtes en situation professionnelle. Et il a complété en disant, n'écoutez pas les vieux cons comme moi. Profitez de la vie. Faites vos enfants le plus tôt possible parce que vous verrez que ça vous facilitera la conciliation vie privée, vie professionnelle après. Il m'a dit, et surtout, ne vous fiez pas, ne regardez pas, ne soyez pas attentive au regard des autres et à ce qu'ils peuvent vous dire. Voilà, vivez votre vie. Et voilà, et quelques mois après, je lui ai dit, j'attends un enfant. C'est un conseil que vous avez suivi. J'ai suivi son conseil, voilà, exactement. Ne pas écouter les vieux cons. Voilà, mais c'est des choses, oui, dont il faut avoir conscience et essayer de trouver des solutions alternatives qui permettent de ménager des temps familiaux riches de qualité et puis effectivement s'engager totalement dans sa vie professionnelle, souvent exigeante. J'aimerais quand même parler un peu plus du monde de la gendarmerie parce que je pense que beaucoup de personnes, et moi y compris, ne savent pas vraiment ce que c'est que le monde de la gendarmerie. Donc si vous pouviez, Isabelle, nous expliquer déjà ce que c'est en fait que la gendarmerie et puis peut-être au quotidien, concrètement, quelles sont les missions des gendarmes? Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien pour qu'on visualise, je pense, un petit peu justement voilà, les événements qu'ils vont devoir côtoyer en permanence? Bien sûr. Alors, la gendarmerie, c'est d'abord une institution militaire, avant tout. Hein, donc, tous ces personnels sont sous statut militaire. C'est important. Et ils ont la capacité d'intervenir sur l'ensemble des missions qui sont confiées soit à des policiers, donc mission du temps de paix, mission de police, et je vais revenir sur ce que cela signifie. Mais ils peuvent aussi, à l'instar des armées, intervenir sur des missions plus militaires, du temps de crise, à la fois sur le territoire national, mais aussi en opération extérieure. Et les gendarmes accompagnent également les armées partout où les engagements de la France les entraînent. Donc une institution militaire exerçant à la fois des missions de police et des missions qui peuvent aller couvrir tout le spectre de la crise. Alors au quotidien, si l'on revient sur le territoire national, et pour simplifier un peu les choses, que font les gendarmes, eh bien la première mission majeure, c'est d'assurer la sécurité et la protection des populations. C'est donc sur le territoire, eh bien, patrouiller pour maintenir l'ordre public, faire cesser les bagarres, protéger les maisons des cambriolages, appliquer les politiques de sécurité publique décidées par le gouvernement. Mais cette mission de sécurité et de protection des populations est fondamentale. La deuxième mission importante, eh bien, c'est justement le secours et l'aide aux personnes en difficulté. Tous les jours, un gendarme est confronté à la détresse sociale lorsqu'il intervient au domicile dans une dispute intrafamiliale, et malheureusement, c'est très souvent le cas, notamment le soir, à la tombée de la nuit. Il intervient pour protéger les personnes en montagne ou sur les littoraux. Il intervient pour essayer de lutter contre l'insécurité routière, les accidents de la route. Bref, une des missions de protection des populations qui est extrêmement important et qui prend des formes variées dans différents milieux. Ensuite, le gendarme est là pour mener des enquêtes dans le domaine de la police judiciaire. Il se passe malheureusement tout un tas de faits criminels dans des univers très variés, criminalité physique, criminalité envers les personnes, mais aussi criminalité dans le cyberespace. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, hein, que ce soit toutes les escroqueries diverses et variées par des moyens classiques ou par les moyens numériques. Cette mission de police judiciaire est également extrêmement importante et mobilise à peu près 40% de l'activité de la gendarmerie au quotidien.
Enfin, le gendarme est aussi là pour assurer des missions de, je dirais, un peu plus guerrières et viriles, de défense, de maintien de l'ordre. Ce sont toutes les unités qui agissent dans le cadre des manifestations, qui agissent aussi outre-mer lorsque la situation l'exige, et puis qui s'engagent à travers les actions dans les opérations extérieures ou dans des missions peu connues. Je prends un exemple, on parle beaucoup de l'Afghanistan en ce moment, compte tenu de la situation très, très tendue sur place. Eh bien, la gendarmerie, pendant 14 ans, s'est engagée en Afghanistan pour aider le gouvernement afghan à créer des écoles de formation pour créer une force de sécurité publique cohérente, équipée, etc. Et la gendarmerie a assuré des missions en Afghanistan pendant 14 années. Et donc, voilà, c'est un ensemble d'actions qui sont le quotidien du gendarme dans des domaines finalement très, très larges et très différents. Je dois dire beaucoup plus large que ce qu'on pourrait anticiper, parce que j'avais absolument pas conscience qu'on pouvait avoir aussi la gendarmerie en opération extérieure. Donc c'est vraiment intéressant de le savoir. Bien sûr, c'est très important. Et la variété des missions et des métiers est très grande. Moi, j'ai commandé pendant 3 années la gendarmerie maritime, qui est une force de gendarmerie mise pour emploi auprès du chef d'état-major de la Marine nationale. Et donc cette gendarmerie, qui compte quand même 70 unités réparties sur tous les littoraux, métropole et outre-mer, cette gendarmerie, en fait, elle travaille sur l'eau et sur les littoraux. Et donc sur l'eau, elle a des patrouilleurs, des vedettes qui sont inscrits à la flotte de combat de la Marine nationale. Et ça aussi, on le sait peu. Et donc elle travaille avec des missions qui rejoignent celles de la marine sur l'action de l'État en mer, sur la protection des populations sur l'eau, la régulation aussi, je dirais, de l'ordre public sur l'eau, parce qu'il y a pas mal de petits soucis. Alors bien sûr, nous, la gendarmerie maritime travaille près des côtes, et la marine bien au-delà, mais en tout état de cause, c'est aussi un aspect de la gendarmerie qu'on connaît peu. Isabelle, j'aimerais parler aussi de vos engagements. Je sais que vous êtes actuellement présidente de l'association Femmes de l'Intérieur, qui, si je ne me trompe pas, vise à promouvoir donc l'entraîne des femmes au sein du ministère de l'Intérieur, donc des femmes à responsabilité, bien sûr. En quoi est-ce que cet engagement était important pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce poste alors que vous avez déjà une vie bien remplie? En fait, tout simplement parce que cet engagement fait partie de mon ADN. En fait, cet engagement, il a débuté quelques années après mon entrée au sein de la gendarmerie. En fait, au départ, au démarrage dans ma vie professionnelle, j'ai jamais réfléchi à la question genrée, homme-femme. Pour moi, j'ai été formée comme un chef militaire, comme mes camarades masculins. J'ai exercé mes missions de commandement et je me suis jamais considéré de manière particulière ou pensé à moi ou dans mes réflexions avec une différence homme-femme. Et puis, dans mon deuxième poste au sein de la gendarmerie, j'ai pris des fonctions en école, dans une école de sous-officiers. Et là, pour la première fois, j'ai rencontré des femmes gendarmes. Je n'avais jamais rencontré avant. Pendant des années, j'étais seule femme parmi tout un tas d'hommes en gendarmerie mobile. Donc, voilà. Là, j'ai rencontré des femmes gendarmes et elles m'ont raconté leur quotidien. Elles m'ont raconté leurs débuts dans l'institution. Et je n'ai pas pu rester indifférente. En fait, là, je me suis dit, tout ce qu'elles m'ont dit, tout ce qu'elles m'ont révélé, je ne peux pas le passer sous silence. Il faut les aider à mieux s'intégrer au sein de l'institution. Et donc, j'ai fait un gros travail, je dirais scientifique. Et là, j'ai utilisé mes années précédentes dans mon université d'histoire. Donc, j'ai fait un gros travail scientifique pour recueillir l'avis des femmes qui étaient présentes dans l'institution à l'époque. Et 800 femmes m'ont répondu. Elles ont répondu à un questionnaire que je leur avais adressé. Et certaines, au-delà du questionnaire, m'ont écrit. Il y avait des dizaines de pages d'écriture de leur vie, en fait, sur le terrain. Et de toute cette richesse, de toute cette ressource, j'ai fait un mémoire que j'ai eu l'occasion de présenter au directeur de la gendarmerie. Et à partir de ce mémoire, eh bien, il a imposé à ses grands collaborateurs de prendre en compte toutes les recommandations que je faisais dans différents domaines, opérationnels,
mais aussi tenues, mais aussi l'emploi des femmes lorsqu'elles étaient enceintes, et comment pouvait-on les habiller, quelles fonctions leur donner. Parce que les choses n'étaient pas pensées pour, en fait. Les choses n'étaient pas du tout pensées. Et puis, il y avait des contradictions énormes dans l'emploi des femmes. Une femme vivait en concubinage avec un de ses camarades dans la même unité, il n'y avait pas de souci. Dès lors qu'elle se mariait, on les mutait dans 2 unités différentes, au motif que c'était plus compatible avec l'exercice du métier. On n'avait pas prévu des tenues pour les femmes dans les unités de montagne. Non, elles devaient s'habiller avec les mêmes tenues que les hommes. Les gilets pare-balles n'étaient pas adaptés aux morphologies féminines. Enfin, je veux dire qu'il y avait à la fois des problèmes logistiques énormes, et en même temps des problématiques d'intégration des femmes dans les missions opérationnelles, dans la vie des unités, qui étaient terribles. Et puis en même temps, à travers la parole des femmes, c'était faire des propositions que les hommes n'osaient pas faire. Oui. Donc en fait, voilà, à cette occasion, je me suis engagée, je dirais, pour porter leur parole. Et en fait, cet engagement n'a jamais faibli. Donc j'ai toujours après travaillé pour améliorer l'intégration des femmes dans les équipes, dans les unités, pour réfléchir en groupe de travail constitués, organiser également des rencontres, des partages d'expériences pour les jeunes officiers qui étaient en formation à l'école des officiers de la gendarmerie. Et donc, cet engagement naturel a été élargi un peu plus tard, lorsque la gendarmerie a rejoint le ministère de l'Intérieur en 2009. Donc, je me suis intéressée aussi là à la situation des autres femmes du ministère, préfètes, sous-préfètes, commissaires de police. J'avais fait en 2012 un gros mémoire là-dessus, justement, et centré sur l'accession des femmes des postes de responsabilité au sein du ministère, où j'ai montré qu'il y avait des pratiques de gestion qui étaient très largement défavorables aux femmes. Et puis, nous avons naturellement, avec, je dirais, les têtes de pont des différents corps du ministère de l'Intérieur, créé l'association Femmes de l'Intérieur en 2013. Et donc, il était logique que je participe à cette aventure. J'en ai été vice-présidente pendant quelques années. Et puis, en 2018, j'ai pris la présidence de l'association. Et nous essayons collectivement, en fait, d'aiguillonner le ministère de l'Intérieur sur ces questions d'égalité professionnelle. Nous essayons aussi de mettre en visibilité les compétences des femmes, de manière à ce qu'elles puissent véritablement, je dirais, avoir des carrières épanouies dans tous les corps du ministère. Vous avez vu les mentalités évoluer, j'imagine, au cours de votre carrière à ce sujet, tant d'ailleurs chez les femmes que chez les hommes? Alors oui, les mentalités évoluent. D'abord parce que le quantitatif évolue, c'est-à-dire que on est passé de quelques exceptions. De 2 femmes sur 150. De 2 femmes sur 150. Et moi, quand je suis rentrée au sein de la gendarmerie, j'étais la première femme officier de gendarmerie. Et il n'y avait aucune femme officier. Et les sous-officiers étaient très peu nombreuses, puisque la gendarmerie s'était ouverte quelques années, 4 ans auparavant, aux jeunes femmes. Mais aujourd'hui, il y a un peu plus de 21% de femmes au sein de la gendarmerie. Il y a des femmes dans toutes les responsabilités, dans tous les métiers. La gendarmerie mobile s'est ouverte aux femmes aussi, elle ne l'était pas précédemment. Et donc forcément, ça oblige, je dirais, à évoluer dans ses mentalités, dans sa manière de travailler. Pour autant, je trouve que les choses sont un peu plus complexes aujourd'hui, plus difficiles. Notamment pour l'accession des femmes à des postes de responsabilité, il y a peu d'évolution. Malgré les lois successives, l'arsenal législatif et réglementaire, malgré les obligations de quotas qui s'imposent aujourd'hui, comme pour le secteur privé, obligation de quotas de la loi Sauvadet pour la fonction publique, mais malgré tout, les choses restent plus difficiles pour les femmes. Et je pense que dans ce domaine, les hommes aujourd'hui agissent davantage par obligation que par conviction. Et donc, ce qu'il faut faire changer, me semble-t-il, dans les mentalités, c'est comprendre que la mixité, l'égalité professionnelle, c'est au-delà, je dirais, tout simplement de l'aspect moral, la notion même d'égalité qui est au cœur de notre Constitution, se rendre compte que c'est une vraie richesse et que à travailler ensemble de manière diverse, variée, eh bien, on gagne en modernité, en compétences, en richesse, en talent.
Et pour ça, dans la fonction publique, on est un peu en retard par rapport au secteur privé qui, lui, a quand même compris qu'il pouvait y avoir de la performance à être plus divers, moins monogame, avoir donc des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, de tous univers, de toutes générations. Donc, pour ça, dans la fonction publique, on a encore quelques efforts à faire. Un petit peu de travail. Travail. Isabelle, je vais être respectueuse de votre temps, donc je vous propose qu'on passe maintenant à mon crible, c'est-à-dire les quelques dernières grandes questions que je pose toujours à mes invités. La première, alors vous y avez déjà peut-être un petit peu répondu, donc vous me direz si vous trouvez que vous n'avez pas d'autres exemples, mais est-ce qu'il y a vraiment un grand échec qui vous a marqué dans votre vie, qui serait finalement l'échec qui vous a marqué le plus et ce qui vous a appris? Donc là, c'est vraiment orienté sur l'enseignement finalement de cet échec. Ou une période de doute, de difficulté? Période de doute plutôt, parce que des échecs, je n'ai pas connu de grands problèmes, de grands échecs qui m'auraient marqué. J'ai connu tous les petits échecs que l'on peut connaître dans un parcours. Mais une vraie période de doute, oui. J'en ai connu une, en fait, dans ma première affectation. J'ai été en butte à l'hostilité d'un chef, mais qui était permanente. Et ma vie était un enfer, vraiment. Qu'est-ce qu'il faisait Parce que c'était en permanence, tout ce que je faisais n'allait pas. Il était en plus particulièrement odieux dans ses remarques vexatoires, blessantes, en permanence. Mais on vous a rien appris, vous savez pas travailler, etc. Et puis même des attitudes, demander à ce que je sorte du bureau parce qu'il n'était pas d'accord avec une proposition, claquer les portes, jeter un dossier, enfin vraiment odieux. Et j'avais dit à mon mari, bah, écoute, si c'est ça la gendarmerie, voilà, ça doit continuer comme ça, autant partir tout de suite, autant retourner vers la voie de l'enseignement ou ailleurs. Et en fait, un jour, ce colonel s'est assis devant moi. Il m'a dit, écoutez, je m'excuse, on recommence tout à zéro. Et il est parti sans me donner aucune explication. Mais du jour au lendemain, il est devenu normal, un chef normal, attentif, écoutant, et mes propositions d'un coup sont devenues correctes, pertinentes, que l'on mettait en application. Et en fait, quand je l'ai quitté 2 ans plus tard, il m'a avoué qu'il avait reçu l'ordre de la direction de la gendarmerie de me faire démissionner. C'est pas vrai. Et il m'a dit, et je me suis rendu compte que c'était une erreur monumentale. Mais en même temps, voilà, il aurait pu me pousser à démissionner. Mais il a failli y arriver. Et il a failli y arriver. Et donc cette période-là a été une période vraiment de doute intense, à la fois sur mes capacités, sur mes capacités à m'intégrer dans un milieu singulier, différent. Et tout cela juste au démarrage de sa vie professionnelle. Donc je dirais que ça porte atteinte à la confiance en soi, oui. Ça porte atteinte à beaucoup de choses. Et heureusement, l'aide de mon mari a été très, très précieuse, parce que ça a été, il est aussi général de gendarmerie, il a eu le même parcours, il est Saint-Cyrien également, et donc voilà, il m'a permis de passer ce cap difficile, mais je ne sais pas si j'aurais duré aussi longtemps si ce colonel n'avait pas totalement changé, et en se rendant compte que c'était complètement idiot de décourager des jeunes qui pouvaient être prometteurs dans l'institution. Il avait su, lui aussi, dépasser l'injonction et l'ordre qu'on lui avait donné pour faire preuve d'intelligence et de compréhension. Qu'est-ce que cet événement quand même fou vous a appris? Qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? En fait, moi, j'ai tiré un enseignement sur l'importance, dans un système hiérarchique, du poids du chef sur ses subordonnés. Et cet exemple-là que j'ai vécu personnellement, je l'ai vu se reproduire quand même un certain nombre de fois vis-à-vis de camarades ou vis-à-vis de personnes que je connaissais. Et je me suis dit un jour, si j'ai la possibilité véritablement d'avoir des responsabilités de commandement élevé, si je peux influer sur la gestion des ressources humaines, voilà, je serai attentive à cela. C'est-à-dire à la manière dont on considère ses collaborateurs,
on les aide à progresser et non pas on cherche à les écraser. La manière dont on est vraiment attentif à l'humain. Et je crois que ça m'a, moi, conforté dans cette attention à l'humain, quel que soit le grade ou les fonctions de vos collaborateurs, de vos subordonnés, eh bien, les considérer de la même façon, chacun d'eux ayant la même importance. Et ça m'a incité à les écouter, à les aider à progresser. Et je crois que c'est d'ailleurs un retour que me font mes subordonnés, mes adjoints, et même, je dirais, beaucoup de gendarmes que j'ai eus sous mes ordres me disent, voilà, j'ai toujours été attentive à ce côté humain, y compris à l'aspect familial de leur vécu. Et tout est parti de cet incident, mais qui aurait pu avoir de graves conséquences pour moi et qui, en tout cas, a orienté ma manière de commander. Autre question, si vous pouviez refaire quelque chose dans votre vie personnelle, professionnelle, que referiez-vous différemment ? J'ai rien à refaire, en fait, dans mon parcours. Moi, j'ai eu une carrière passionnante. Je suis une femme tout à fait ordinaire, mais à qui on a donné l'occasion de faire un parcours extraordinaire. Et ça, moi, j'en suis extrêmement reconnaissante. Et non, je ne changerai rien, à part peut-être de moins culpabiliser pour donner un peu plus de temps à mes enfants et à ma famille. Mais en dehors de ça, non, je replongerai immédiatement et sans hésiter dans ce parcours. Ça fait plaisir à entendre. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse qui vous portent particulièrement, que vous revivez quotidiennement ? Pas de maxime en particulier. J'ai plutôt, moi j'ai une grande confiance en l'humain. C'est vraiment moi ce qui me motive d'arriver à justement à travailler, comprendre ce qui fait agir et pousse vers l'avant chacun des hommes et des femmes que l'on commande. Mais à titre personnel, je suis attachée à la devise de ma famille. Qui est une devise latine, mais qui dit libre mais fidèle. Et ce sont deux mots qui me correspondent bien, à la fois dans la liberté de ton, d'action, de parole. Le fait de sortir du cadre est quelque chose qui me correspond beaucoup. Et cette liberté, je l'ai appréciée et revendiquée, y compris dans un système hiérarchique comme peut-être le monde militaire et le monde de la gendarmerie. Et puis là, je suis très, très fidèle à des valeurs, des principes, des amis. Et voilà, ce n'est pas une maxime, mais c'est une devise qui me correspond bien. Je vous remercie de nous l'avoir partagée. Encore une question, est-ce qu'il y a une croyance que vous avez, quelque chose en lequel vous croyez donc, qui est controversée ? C'est une question qui n'est pas facile. Ce que je veux dire par là, c'est, voilà, est-ce que vous avez une opinion finalement sur un sujet et vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas en fait en phase avec ce que vous croyez ? Je peux vous donner des exemples peut-être. J'ai l'un de mes invités qui m'avait dit, Fabien Olicard, qu'il n'était pas persuadé qu'on gagnait beaucoup en expérience finalement quand on était plus âgé, on avait finalement de l'expérience certes, mais qu'on avait aussi beaucoup de biais cognitifs. Là, il parlait des personnes vraiment très âgées. Donc, il disait, oui, la sagesse, c'est un plus, mais à un moment donné, en fait, il faut arrêter de penser que les personnes vraiment très âgées vont être encore plus sages et peuvent prendre de meilleures décisions. Voilà, c'est ce genre de choses. Oui, je comprends totalement. Moi, je crois beaucoup en la jeunesse. Parce que dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de formations au contact des jeunes. Et des jeunes que, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on les dénigre, mais effectivement, on leur prête un certain nombre, je dirais, de qualités, de défauts. On parle beaucoup de la génération Y, de sa mentalité différente au travail, Et moi, je me suis toujours rendu compte que les jeunes pouvaient s'engager de la même façon que nous nous étions engagés beaucoup plus tôt, qu'ils sont pleins de ressources et de talents. Ils n'ont pas forcément la même culture que nous, mais ils ont d'autres univers culturels tout aussi intéressants. Ils ont des talents insoupçonnés, ils sont capables de grandes choses dès lors qu'on sait les motiver, on sait leur parler. Et donc, oui, moi, je
je me bats toujours contre ceux qui disent, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, on n'en fait plus rien, ils seraient plus capables de s'engager pour défendre la patrie. Non, moi je pense que, au contraire, ils sont capables de s'engager dès lors qu'ils croient qu'ils sont motivés par les causes qu'ils défendent. Et je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup à nos institutions dès lors qu'on sait aussi les écouter. Et ça, encore, nous avons des marges de progrès, en fait, pour être plus attentifs aux jeunes qui rejoignent nos rangs. Et dans ce domaine, je milite pour que véritablement on soit plus à l'écoute dans les écoles de formation pour connaître les talents qu'ils possèdent, leurs compétences, sans s'arrêter aux diplômes, aux qualifications sans lesquelles on n'est rien dans notre institution. Et voilà, donc je crois, oui, beaucoup en la jeunesse et j'ai foi en eux. Dernière question, Isabelle. Est-ce qu'il y a un livre ou on va dire un objet culturel, ça peut être un film, ça peut être une musique aussi qui vous plaît, une mélodie, qui vous a particulièrement marqué dans votre vie et que vous pourriez nous recommander? Pourquoi? Alors je vais rester sur le domaine du livre. Moi je suis très éclectique dans mes lectures. J'adore Agatha Christie et les romans d'Agatha Christie. Mais pour autant, j'étais marquée par 3 livres. Alors, le dernier n'en est pas un, mais pas tout à fait. Mais le premier livre, en fait, qui remonte à mes études d'histoire, en fait, c'est plutôt une somme plutôt qu'un livre lui-même. En fait, ça s'appelle... c'est l'histoire des dieux, des sociétés et des hommes. Et en fait, c'est une œuvre collective qui a été réalisée sous la direction de Jean Cazeneuve et qui raconte l'histoire de l'humanité, mais qui la raconte avec vraiment des questionnements totalement différents, et notamment pour essayer de comprendre si l'histoire a été véritablement source de progrès pour l'humanité, si on a raison de penser que l'histoire a un sens ou pas. Et donc, moi, j'ai été vraiment marquée par cette autre façon d'associer l'histoire des civilisations à travers celle des hommes, des sociétés et des dieux. Et un deuxième ouvrage qui m'a marqué quelques années plus tard, là aussi plutôt historique, mais là c'était un roman historique. Et en fait, c'était la controverse de Valladolid. Controverse, alors donc c'est un livre de carrière et qui raconte en fait un réel débat historique et théologique au moment où l'Espagne se lance à la conquête des Amériques du Nouveau Monde, et c'est la question des Indiens et de la manière dont on doit les coloniser. Et faut-il les asservir avec violence ou faut-il au contraire les protéger et finalement s'intégrer en les respectant? Et derrière ce débat-là, c'est tout un tas de débats à la fois philosophiques et religieux sur la nature humaine, sur le religieux, sur l'âme humaine. Et le livre, comme le débat aussi, d'ailleurs, le vrai débat, mais le livre finit sur cette interrogation, donc au final, il faut essayer de respecter les Indiens, mais finalement, les populations africaines noires, elles, n'ont pas d'âme, et finalement, on peut les asservir. Et c'est aussi ce débat après sur l'esclavage et tout ce que cela... Et c'est aussi un livre qui m'avait marqué parce que obligeant quand même à réfléchir différemment à ce qu'est l'homme dans son, je dirais, dans sa forme physique, intellectuelle. Et est-ce que finalement celui moins éduqué, le sauvage, est finalement moins intéressant et moins respectable que l'homme civilisé? Et c'est une vraie question pour l'avenir. Et le troisième livre, qui n'en est pas un, c'est en fait une somme de pensées de mon grand-père, qui était mon grand-père paternel, qui était ingénieur agronome de formation, puis officier dans l'armée, mais qui était très imprégné de culture arabe, qui parlait arabe couramment,
qui était très tolérant, très respectueux des différentes religions, et qui a laissé un petit livre de pensée qui s'appelle Les Confidences du vieux bédouin. Il a longtemps vécu sur les terres du Maghreb. Et c'est en fait, il était très croyant également, et donc il replace dans ses mémoires toutes les réflexions d'une vie, d'un parcours. Voilà. Et il a fait ce petit livre pour lui, et il m'en a spécialement dédié un exemplaire. Donc je suis aussi attachée à relire de temps en temps les mémoires, les confidences du vieux bédouin. Je vous remercie 1000 fois pour ces 3 ouvrages que je mettrai dans les notes de l'épisode. Alors, le 3e, je mettrai le titre, mais j'imagine qu'on ne peut pas y avoir accès. Exactement. Il faudra vous le demander. En tout cas, je vous remercie Isabelle, c'était absolument passionnant. Peut-être pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin, quelque chose que vous aviez envie d'évoquer avec nous, peut-être un dernier message à faire passer à l'audience du podcast ? Peut-être le mot « oser ». Je crois que c'est finalement un mot qui est important, et pour tous les jeunes, ne jamais se laisser abattre par l'adversité, distraire de ses projets. Il faut oser accomplir ses rêves. Je vous remercie 1000 fois Isabelle. Merci pour votre temps. Merci à vous, Pauline.